Le Grand Entretien, l'émission politique hebdomadaire de RCJ. Invité du Grand Entretien, Valérie Pécresse, députée des Yvelines, secrétaire générale déléguée de l'UMP, ancienne ministre du Budget. À mes côtés, Nadège Puljac-Herman. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce soir, François Fillon, l'ancien Premier ministre, est l'invité du journal télévisé de TF1. Ça faisait des mois qu'on ne l'avait pas entendu. Pourquoi sort-il du silence tout d'un coup à l'avant-veille de son grand meeting à la Mutualité ? Ce soir, François Fillon fait sa rentrée politique. Il a pris du recul, il l'a souhaité après le psychodrame qui a marqué l'UMP à la fin de l'année dernière. Je crois que c'était utile de réfléchir, de prendre le temps et surtout d'exprimer son ambition à la fois pour la France et son ambition personnelle. Madame Pécresse, donc ce soir, on a Monsieur Fillon sur TF1, qui est une grande chaîne populaire. Lundi, il donne une interview au Monde. Mais pourquoi est-ce qu'il s'adresse d'abord aux Français avant de s'adresser aux militants mardi soir à la Mutualité ? Parce que je crois que François Fillon, aujourd'hui, il s'intéresse à la France. Il s'intéresse aux Français. Il veut porter un projet de redressement pour notre pays. Il veut porter un projet de réforme. Et compte tenu de la gravité de la situation économique et sociale, il est normal qu'il s'adresse d'abord aux Français. Alors ça, c'est plutôt un programme de candidat à la présidentielle plutôt qu'à l'UMP, par exemple. Oh, vous connaissez mon sentiment. Pour moi, la France et les Français ont besoin de François Fillon aujourd'hui. Alors on va en parler, mais un mot d'abord sur le meeting de mardi soir. Vous dites les uns et les autres, copéistes et fillonistes, que vous vous êtes rabibochés au sein du parti. Et il y a quand même des accusations mutuelles à propos de ce meeting de mardi soir. On dit que M. Copé a fixé un rendez-vous avec les cadres au moment où M. Fillon tient un meeting. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si c'est le cas, ça n'est pas très élégant, mais ça n'est pas grave. Aujourd'hui, François Fillon va s'exprimer, c'est un événement politique. Il va dire son fait aussi à François Hollande et c'est une parole qui est attendue. Alors, on sait déjà que M. Fillon ne sera pas candidat au municipal à Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet sera candidate et d'ailleurs Rachida Dati aussi, donc deux anciennes ministres. Mais pour l'UMP, il semble que M. Fillon hésite toujours. Vous, personnellement, vous avez déjà dit que vous souhaitez qu'il soit candidat à la présidence de l'UMP. Et d'ailleurs, vous venez de nous dire, pour moi, c'est le meilleur pour la France. Mais est-ce que les hésitations de M. Fillon pour l'UMP vous inquiètent ? C'est sa décision. Est-ce que diriger le parti est indispensable dans le cadre de son combat pour le redressement de notre pays ? C'est à lui de trancher cette question. C'est à lui de trancher. Oui, mais vous-même, excusez-moi, vous avez dit que vous souhaiteriez qu'il soit candidat pour l'UMP, que la prochaine élection aura lieu en septembre, je le rappelle. Alors, vous estimez, enfin j'imagine en tous les cas, que la présidence de l'UMP est un marchepied indispensable pour s'avancer vers la primaire pour la présidentielle. Personnellement, je souhaite que la question du leadership de l'UMP soit tranchée et qu'elle soit tranchée, j'allais dire par le haut, c'est-à-dire en confiant les rênes de l'UMP à l'homme politique qui pour moi a le plus d'envergure aujourd'hui. Et clairement, j'ai déjà répondu à cette question. Pour moi, c'est François Fillon avec toute l'expérience de Premier ministre qui est la sienne, avec la hauteur de vue qui est la sienne. Alors, vous souhaitez que la question soit tranchée. Est-ce que vous-même, vous seriez candidate à la présidence de l'UMP si François Fillon renonçait à briguer cette présidence ? Aujourd'hui, je ne suis candidate à aucun poste, si ce n'est à la présidence de la région Île-de-France. Vous savez que c'est mon combat politique, c'est un combat difficile, c'est un combat contre une gauche qui dirige la région depuis maintenant presque 15 ans. Et je crois que c'est un combat qui le mérite parce que, aujourd'hui, on voit l'immobilisme de cette région face à des projets comme le Grand Paris ou face à la montée du chômage en Île-de-France. Et je crois que c'est très grave d'avoir une région
la première région de France qui soit aussi immobile et passive. Madame Fillon, excusez-moi d'insister sur cette élection de septembre, mais enfin, si Monsieur Fillon décidait de ne pas y aller, est-ce que vous ne croyez pas qu'il prend le risque d'apparaître comme quelqu'un qui se défile? Vous savez, certaines personnes lui reprochent de ne pas avoir l'air de ne pas être un combattant. Alors, il prend encore un risque. Vous me connaissez, je ne fais jamais de la politique avec des si, donc nous attendrons le mois de juin et la décision de François Fillon. Alors, vous vous êtes félicitée, Madame Pécresse, de la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. Vous pensez vraiment que la droite peut gagner Paris ? Oui, je pense que la droite peut gagner Paris et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider parce que aujourd'hui, nous avons besoin d'une autre politique dans la capitale. Nous avons besoin de créer des logements, de transformer tous ces nouveaux bureaux qui sont vides en logements. Nous avons besoin d'une autre politique urbaine. Nous avons surtout besoin que Paris ne se ferme pas aux banlieusards comme elle le fait actuellement avec le projet, avec la fermeture des voies sur berge qui crée embouteillage, pollution et qui gâche la vie de milliers de nos concitoyens. Mais néanmoins, il va y avoir une primaire agitée pour Paris. C'est une grande bataille qui s'annonce. Et on voit déjà un crépage de chignons, si vous me permettez l'expression, entre Rachida Dati et Claude Goasguen. Écoutez, je vous laisse vos expressions parce que vous savez en ce moment on est vite accusé de machisme quand on emploie ce genre d'expression. Mais non, le sujet pour moi, et vous avez totalement raison, c'est les primaires sereines à Paris. Parce que vous savez, j'ai vécu cette expérience des primaires pour les régionales de 2010 et j'en ai gardé des cicatrices très douloureuses. Il ne faut pas qu'il y ait de coups en dessous de la ceinture dans cette primaire. Il nous faut une primaire sereine et exemplaire pour préserver nos chances de victoire à Paris. Alors, on parle de chances de victoire à Paris, mais ailleurs en France, à votre avis, quelles villes peuvent tomber à droite ? Je ne ferai pas de pronostic. Personnellement, je pense que la politique de François Hollande, qui est en train aujourd'hui de mener le pays dans le mur, parce que l'immobilisme du gouvernement conduit automatiquement à 11% de chômage en 2014. C'est les prévisions de la Commission européenne. Aujourd'hui, François Hollande a pris toute une série de mauvaises décisions, à la fois d'ouvrir les vannes de la dépense à crédit et en même temps d'accabler les ménages et les entreprises d'impôts. Aujourd'hui, la France est en stagnation et les Français, sont au bord de la dépression nerveuse. Alors, je crois que dans ce contexte, il faut une alternance locale dans les villes, mais aussi une alternance nationale politique. Et nous porterons ce double message de sanctions. Et dans la perspective de ces municipales, puisqu'on en parle, les accords locaux avec le Front National à Marseille ou ailleurs sont exclus ? Oui, ils sont exclus parce que je crois qu'on ne peut pas gagner de ville en faisant des accords avec le Front National. Et contrairement à ce que j'entends dire par-ci, par-là, aujourd'hui, il faut que nous soyons très fermes. C'est l'UMP qui représente l'alternative au gouvernement de François Hollande. Et aujourd'hui, l'allié objectif de François Hollande, c'est le Front National. Et si c'était le cas, Madame Pécresse, s'il y avait quand même des accords locaux avec le Front National, comment devrait réagir la direction de l'UMP ? Non, mais l'UMP est très claire. L'UMP n'acceptera pas d'accords locaux avec le Front National. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver des points d'accord avec l'UDI de Jean-Louis Borloo, d'être le plus unis possible et que la droite et le centre représentent aujourd'hui l'alternative crédible à la politique de la gauche, c'est-à-dire une alternative qui préserve la croissance, l'emploi, qui propose des mesures de compétitivité. Vous savez bien que le crédit d'impôt compétitivité, qui est la seule mesure de croissance que François Hollande nous ait proposée, qui remplace la TVA anti-délocalisation, ce crédit d'impôt compétitivité n'est pas financé. Il faut 10 milliards d'économies pour le financer et nous exigerons du gouvernement qu'il finance ce crédit d'impôt. Alors, vous avez été ministre du Budget. Les perspectives de croissance, effectivement, s'assombrissent, comme la réduction des déficits. Le scénario de François Hollande, 2 années de vache maigre, puis une reprise en 2014, vous paraît compromis ? Mais l'objectif de désendettement et de retour à l'équilibre budgétaire en 2017 que François Hollande essaye de vendre à l'opinion française n'est absolument pas crédible. Il est encore moins crédible aujourd'hui
hier, parce que le diagnostic de la Commission européenne vient de tomber. Nous serons non pas à 3% de déficit cette année, mais à 3,6%, 3,9% l'année prochaine. Et si le gouvernement persiste à rouvrir les vannes de la dépense et à ne pas faire de réformes structurelles, il ne fera pas revenir la croissance. François Hollande leurre les Français. Il est le seul gouvernant aujourd'hui en Europe qui fait rimer croissance avec hausse de la dépense et de l'impôt. Ça ne marche pas. Mais hier, lors d'une conférence de presse au Salon de l'Agriculture, le président Hollande a réaffirmé que son objectif était un équilibre des finances publiques en 2017. Après tout, il a été élu pour 5 ans, pas pour 2 ans, ni pour 3 ans. Vous n'êtes pas un petit peu trop sévère dans votre jugement ? Mais vous savez, depuis qu'il a été élu, François Hollande a pris toute une série de mauvaises décisions. Il a rouvert les vannes de la dépense. Il a fait, dès son arrivée, 20 milliards de dépenses supplémentaires avec la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, le recrutement de 60 000 fonctionnaires. À partir de ce moment-là, il a enlevé tous les verrous d'économie que Nicolas Sarkozy avait posés sur l'hôpital, sur la fonction publique, sur l'État. Il a supprimé, et encore cette semaine, le conseiller territorial qui amorçait la fusion des départements et des régions. Autrement dit, Mme Pécresse, vous ne le croyez pas du tout. Quand il dit que l'équilibre des finances sera rétabli en 2017, vous ne le croyez pas. Mais cet objectif est totalement inatteignable. Il n'est absolument plus crédible compte tenu des décisions que François Hollande a prises. Et je crois malheureusement qu'il faut écouter la Cour des comptes. Le discours de réforme et d'économie du gouvernement est aujourd'hui une fiction. Alors quoi faire pour l'avenir ? Eh bien, je crois 2 choses. D'abord que le gouvernement doit s'interdire d'augmenter davantage les impôts. Il doit s'interdire de les augmenter alors qu'il nous prévoit une fiscalité écologique, il nous prévoit une hausse des taxes locales, il nous prévoit la fiscalisation des allocations familiales. Aujourd'hui, l'overdose d'impôts est atteinte et ça tue la croissance, la consommation des ménages, l'investissement des entreprises. Donc il doit s'interdire d'augmenter les impôts, il doit baisser les dépenses et revenir sur toutes les décisions, de gaspillage qu'il a prises depuis qu'il est arrivé. Les amis de Nicolas Sarkozy se sont réunis en colloque cette semaine. Alors, on parle beaucoup de l'ancien président, qui lui demeure silencieux d'ailleurs. Certains souhaitent son retour pour 2017. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et à votre avis, à quelles conditions, quelles conditions devraient être réunies pour que l'ancien président puisse revenir sur le devant de la scène ? D'abord, c'est à Nicolas Sarkozy de décider. C'est d'abord à lui de décider. C'est certainement aucun d'entre nous qui pourra prendre ce type de décision à sa place. Après, tout dépendra à la fois de son désir et des circonstances. Mais là encore, je ne me projette pas dans l'avenir. Pour l'instant, aujourd'hui, ce que j'essaye, c'est de remplir au mieux ma fonction, m'opposer, proposer et préparer la reconquête des territoires avec les municipales. C'est pour ça qu'avec mon club de réflexion, le Labo des idées, nous avons cette semaine proposé 20 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques qui sont faisables dès aujourd'hui, réalisables dès aujourd'hui. 10 mesures pour faire économiser 20 milliards d'euros au gouvernement et permettre que le crédit d'impôt compétitivité des entreprises rentre en vigueur. Alors justement, vous nous parlez des territoires. Actuellement, au Parlement, il y a une réforme territoriale qui s'apprête à être votée. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme ? Le gouvernement a des pratiques qui sont dignes d'une république bananière. Il est en train de changer un par un tous les modes de scrutin pour s'avantager politiquement et conserver à la fois ces territoires et le Sénat. Vous savez que vous faisiez, quand je dis eux, c'est-à-dire les socialistes, vous faisiez exactement le même reproche quand vous étiez au pouvoir. Eh bien, sortons de ces anathèmes réciproques, créons, et je le demande, créons une haute autorité de contrôle des élections, qui soit une haute autorité non partisane, avec des grands sages qui observeront les redécoupages des cantons, les redécoupages des circonscriptions, les changements de mode de scrutin, pour s'assurer qu'ils sont faits non pas pour favoriser telle ou telle formation politique, non pas pour avantager le gouvernement en place. Je pense notamment évidemment à la proportionnelle qui permet au gouvernement de mettre le Front National dans toutes les élections et qui lui permettra de conserver ses bastions électoraux.
Un mot de politique étrangère, Madame Pécresse. La diplomatie française refuse toujours d'inscrire le Hezbollah libanais chiite comme une organisation terroriste, à l'inverse des États-Unis et de quelques pays européens. Et malgré les dernières informations émanant notamment de la Bulgarie, de ce point de vue, la droite, la gauche, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Vous savez, vers l'Orient compliqué, il est difficile d'avancer avec des idées simplistes. Donc cette question, elle est sur la table depuis des années et il faut que la droite et la gauche, effectivement, vous avez raison, trouvent un accord sur ce sujet. Ah, vous parliez d'idées simplistes, mais peut-être que sur le Mali aussi, c'est difficile d'aller avec des idées simplistes sur le continent compliqué africain. Alors au départ, quand le président a lancé son son opération au Mali, la droite a approuvé. Et puis petit à petit, on voit qu'elle critique, et puis qu'elle-même critique beaucoup la façon dont finalement il s'y est pris, le président Hollande. Alors on ne comprend pas très bien. Ma position sur le Mali, elle n'a pas changé depuis le début de l'opération. C'est celle d'un soutien vigilant. Soutien parce que nos troupes sont engagées et il s'agit d'un combat contre les islamistes. Et dans ce combat, eh bien, nous devons être derrière le gouvernement et soutenir ses décisions. Mais vigilant, pourquoi? Mais parce qu'on peut, et c'est le devoir de l'opposition, dénoncer certaines erreurs commises par le gouvernement, et notamment le fait que cette opération n'a pas été, organisée de manière suffisamment internationale, que nous n'avons pas obtenu au démarrage suffisamment de soutien. Je remarque d'ailleurs que le gouvernement a entendu ces critiques de l'opposition puisqu'il a été recherché le soutien diplomatique, politique, un peu moins opérationnel de ses grands alliés européens. La vérité, on la connaît, c'est que François Hollande aujourd'hui est terriblement isolé en Europe, il est isolé par sa politique économique, il est isolé par sa volonté d'affaiblir l'Allemagne et singulièrement Angela Merkel, et du coup, il n'a pas reçu le soutien opérationnel et diplomatique immédiat de l'ensemble de ses alliés européens. Désormais, les choses vont mieux. Nous avons une force africaine qui s'engage sur le Mali, et ça, c'est une très bonne nouvelle, et j'en suis heureuse. Enfin, s'il avait fallu qu'il attende le soutien international, peut-être qu'on y serait toujours aussi. Écoutez, comparons avec ce qui s'était passé en Libye. Lorsqu'il s'est agi d'agir en Libye, le président Sarkozy avait pu réunir des soutiens internationaux très rapidement et décider très rapidement d'une intervention internationale. Non, mais je crois que c'est une question de plus ou moins bonne relation avec les capitales européennes. Je crois que François Hollande a cristallisé contre lui l'opposition d'un certain nombre de dirigeants européens. Et ça s'est vu, l'affaiblissement de la France s'est vu au moment de la négociation du budget européen, où François Hollande a subi seul la coalition d'Angela Merkel et de David Cameron. C'était du jamais vu au niveau européen, et je crois malheureusement, mais là encore, c'est lié à sa vision économique des choses. Je crois qu'il est le seul président qui aujourd'hui fait rimer croissance avec dépenses. Vous savez bien que le président Hollande dit qu'il a fait ce qu'il a pu, il a sauvé les meubles à Bruxelles, parce que malgré tout, il a réussi à sauver, dit-il, en tous les cas, la politique agricole commune, par exemple. Mais écoutez, la vérité, c'est que ce budget européen ne ressemble à rien. Ce budget européen ne porte plus d'ambition collective pour l'Europe. On n'a pas, derrière ce budget européen, une vraie vision de politique économique. Et que le président de la République française en soit réduit à se réjouir d'avoir conservé les crédits de la PAC, permettez-moi de vous dire que c'est le minimum qu'il pouvait obtenir. La question MyBooks qui clôt cet entretien. MyBooks, c'est un site d'information littéraire qui vous pose la question, Madame Pécresse, quel est votre livre de chevet? Quel est le livre que vous lisez en ce moment? Alors en ce moment, je me suis plongée dans un livre qui est un livre un peu ancien, qui est un livre de Philippe Meuret et qui s'appelle Après l'histoire. Et Philippe Meuret a écrit donc ses chroniques il y a une dizaine d'années. Ou une quinzaine d'années, mais elles sont encore terriblement d'actualité. Ce sont des chroniques au vitriol contre le politiquement correct, contre notre civilisation d'aujourd'hui, et je les recommande parce que c'est des petits bijoux. Je les recommande à tous ceux qui n'aiment pas le politiquement correct et qui ont envie d'une pensée décapante.
Nadège ? Justement, à propos de pensée décapante, je ne sais pas si le lien est bon, mais enfin, je veux quand même vous poser la question. Vous savez qu'on parle beaucoup du livre en ce moment de Marcella Yacoub. Est-ce que je peux vous demander ce que vous en pensez vous-même ? Je dois avouer que je suis très mal à l'aise vis-à-vis de ce bouquin. Je suis mal à l'aise vis-à-vis de la démarche qui a présidé à la rédaction de ce livre. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse avoir une relation avec quelqu'un pour écrire un livre. Et vous êtes mal à l'aise aussi à l'égard de l'attitude à la fois de l'édition et de la presse qui a relayé ? Oh, l'édition et la presse tiennent un livre événement, donc ça, on peut pas vraiment leur en vouloir de l'utiliser et d'en faire la promotion. Ce qui me gêne, c'est vraiment, je suis très gênée par la démarche de Marcella Yacoub. Valérie Pécresse, députée des Yvelines, secrétaire générale déléguée de l'UMP, ancienne ministre du Budget. Merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien ce matin. Un grand entretien que vous pouvez retrouver sur YouTube en audio et en vidéo, et également en audio et en vidéo sur le site de notre station www.radio-rcj.info. Bon dimanche à tous.